Une fiche de gym décolorée datée du 27 mai 1965 a mis le monde du fitness en ébullition. Ce document, marqué du nom de Bruce Lee au gymnase Hak Keung de Hong Kong, révèle quelque chose qui contredit tout ce qu'on pensait savoir sur la légende des arts martiaux. Les arts martiaux ont une signification très profonde, mais c'est une forme de combat. Tandis que les bodybuilders de son époque empilaient les disques et chassaient avec le poids à piste maximum, Lee faisait quelque chose de complètement différent. Quand tu parles de combat tel qu'il est, sans vrai combat, bien joué bébé, tu ferais mieux d'entraîner chaque partie de ton corps. Ses squats à seulement 95 lb, 43 kg, c'est curl modeste par n'importe quel standard. Pourtant, cet homme pouvait tenir un haltère de 125 lb, pesant 57 kg, bras tendus à l'horizontale, frapper 9 fois en 1 seconde et bouger si vite que les caméras ne le capturaient pas. Dans la forme combative, l'art d'exprimer le corps humain. Les chiffres ne collent pas jusqu'à ce qu'on comprenne la philosophie secrète derrière chaque répétition qu'il effectuait. La découverte virale. Les réseaux sociaux ont explosé quand cette fiche d'entraînement de 1965 a refait surface en ligne. Les passionnés de fitness n'en croyaient pas leurs yeux. Bruce Lee, l'homme qui incarnait la perfection physique, squattait moins que la plupart des débutants. Le document montre 14 exercices fortement centrés sur les bras, 8 ciblant spécifiquement les biceps et triceps. Il faisait 3 séries de squats à 95 kg pour 10 reps, son French press à 64 lb. Ses incline curls ne dépassaient jamais 70 lb. Les commentaires ont afflué immédiatement. Certains influenceurs fitness l'ont qualifié de fake, affirmant que personne ne pouvait construire le physique de Lee avec des poids si légers. D'autres disaient que la séance ressemblait à un échauffement à peine digne de ce nom. Les bodybuilders traditionnels soulignaient que les powerlifters compétitifs soulevaient le triple, même en 1965. Le débat a fait rage sur toutes les plateformes. Comment cette routine pouvait-elle créer le physique le plus iconique de l'histoire des arts martiaux? Mais ceux qui comprenaient aussi la philosophie de Lee voyaient autre chose. Ils reconnaissaient que ce n'était pas une séance complète, mais plutôt son jour dédié aux bras dans ce gymnase précis. Plus important, le poids sur la barre ne racontait qu'une fraction de l'histoire. Ce qui comptait, c'était comment il bougeait ce poids, à quelle vitesse il exécutait chaque rep et ce qu'il entraînait vraiment son corps à faire. Le timing de cette fiche est crucial. En mai 1965, Lee a 24 ans et vient de décrocher son rôle décisif de Kato dans la série The Green Hornet, qui commencera à tourner plus tard dans l'année. Il enseigne simultanément les arts martiaux, développe son système de combat révolutionnaire appelé Jeet Kune Do et affine son corps en armes. Cette période marque une transition critique dans sa philosophie d'entraînement. Il s'éloigne des méthodes traditionnelles pour quelque chose de totalement nouveau. Ce qui rend ce document fascinant, c'est ce qui s'est passé quelques mois avant qu'il ne remplisse cette fiche. Fin 1964, Lee s'engage dans un combat privé qui va changer fondamentalement toute son approche de l'entraînement et des arts martiaux. Cette confrontation expose des faiblesses dans son conditionnement et sa technique qu'il ne peut ignorer. La séance de mai 1965 représente sa réponse à ce réveil, le début de son voyage vers un système d'entraînement qui révolutionnera la préparation des athlètes au combat. La question reste, comment des poids apparemment modestes pouvaient-ils produire des résultats aussi extraordinaires? Le combat qui a tout changé. Décembre 1964, Oakland, Californie. Derrière des portes closes à l'Institut Jun Fan Kung Fu de Bruce Lee, 7 personnes assistent à un combat qui va altérer l'histoire des arts martiaux. Lee affronte Wong Jackman, un maître de 23 ans du Shaolin du Nord, du Jingyi-Quan et du Tai Chi. La confrontation naît de tensions dans le Chinatown de San Francisco, autour de l'enseignement de Lee au nom chinois, bien que les circonstances exactes restent disputées. Selon Linda Lee Cadwell, l'épouse de Bruce, le combat dure 3 minutes avec une domination de Lee. Le récit de Wong Jackman peint un tableau différent. 20 à 25 minutes sans vainqueur clair. Tout le monde s'accorde sur ce qui suit. Lee est profondément insatisfait de sa performance. Peu importe le résultat, le combat aurait dû se terminer en secondes, pensait-il. Au lieu de ça, il traîne bien trop longtemps.
Il se sent essoufflé, inhabituellement épuisé. Ses mains lui font mal d'avoir frappé la tête de Wong qui reculait. Ses techniques Wing Chun efficaces paraissent maladroites et inefficaces. Le plus troublant, son conditionnement cardiovasculaire qui manque presque de le lâcher. Lee confie à sa femme que si le combat avait duré plus longtemps, il aurait pu perdre. Cette admission, venant d'un homme aussi confiant, révèle la profondeur de son auto-évaluation. Il dissèque immédiatement chaque aspect de sa performance, analysant où son entraînement l'a trahi. Sa conclusion était brutale. L'entraînement traditionnel des arts martiaux ne suffit pas. La technique pure ne compense pas un conditionnement physique inadéquat. Son approche actuelle de la force doit être totalement revue. Léo Fong, artiste martial qui connaissait bien Lee, expliquera plus tard que meilleur jeu de jambes, crochet et uppercut auraient fait la différence. Linda observe la transformation de son mari après le combat. Bruce devient obsédé par des méthodes d'entraînement plus sophistiquées. Il lit tout ce qu'il peut sur la force, le conditionnement, la vitesse et la puissance. Il consulte des bodybuilders, étudie la physiologie de l'exercice et expérimente sans relâche sur son propre corps. Cette quête obsessionnelle le mène à James Lee et Alan Joe, ses élèves au clan, passionnés de musculation. Il l'initie au haltère, mais Lee réalise vite que copier simplement les routines de bodybuilding ne servira pas ses buts. Il a besoin d'autre chose, un entraînement qui le rende plus rapide, plus explosif, capable de soutenir un effort maximum sans fatigue. C'est là que toute sa philosophie commence à basculer, vitesse plutôt que masse. Alan Joe, partenaire d'entraînement de Lee, révélera plus tard la différence fondamentale. James et moi étions dans les poids lourds, Bruce optait pour des poids plus légers avec plus de répétitions. Ce choix n'était pas arbitraire. Lee avait découvert un principe que la plupart des athlètes de son époque ignoraient totalement. La vitesse est plus importante pour la puissance que la masse. Le bodybuilding traditionnel visait la surcharge progressive. Ajouter du poids pour grossir les muscles. Les powerlifters chassaient la force maximale via des soulevés de plus en plus lourds. Lee rejette les deux pour les applications au combat. Il comprend que dans un fight, tu n'as pas le temps de générer lentement la force comme dans un squat lourd. Tu as besoin d'une puissance explosive délivrée instantanément sur plusieurs frappes en succession rapide. Ces recherches le mènent aux strongmen d'antan comme Eugène Sandow qui réalisait des exploits de force incroyables sans le physique massif et gonflé des bodybuilders modernes. Sandow ressemblait à la statue de David de Michel-Ange, mais soulevait des poids énormes et démontrait des capacités physiques extraordinaires. Le secret, Sandow prônait un entraînement à haute répétition avec poids, léger, combiné à une concentration mentale intense sur les muscles travaillés. Lee étudie aussi des figures comme Alexander Zass, un autre strongman qui mettait l'accent sur la tension et le contrôle plutôt que le poids brut. Ces pionniers comprenaient quelque chose que la culture fitness mainstream avait oublié. La vraie force implique le système nerveux, pas juste la taille musculaire. La capacité à recruter un maximum de fibres musculaires instantanément pour générer une force rapide et la maintenir dans le temps exige un entraînement différent que simplement ajouter des disques à la barre. Bruce ne chassait pas le poids, il chassait la puissance utilisable. Chaque rep avait un but au-delà du miroir, dit le Dr Adrien Kwan, chercheur en performance neuromusculaire à l'Institut de mouvement humain de Hong Kong. Lee commence à expérimenter l'entraînement de vitesse. Exercice classique, mais chaque répétition exécutée le plus explosivement possible. Cette approche recrute plus de fibres à contraction rapide, celles responsables des mouvements rapides et puissants. Il découvre plus court que s'entraîner avec l'intention de bouger le poids vite, même modéré, produit de meilleurs résultats pour les arts martiaux que de galérer sur des soulevés lourds. C'est une forme combative de combat. Ce n'est-il pas du sport pour certains, mais pour d'autres aussi. Ils utilisent par exemple des kicks à l'aide, des doigts dans les yeux, ce genre de choses. Sa philosophie du squat illustre parfaitement ce principe. Pourquoi charger 300 kg sur le dos quand le pattern de mouvement ne se transfère pas directement au kick ou saut? Les squats lourds
te rendent bon pour bouger lentement sous charge énorme. Les squats légers explosifs développent la puissance explosive nécessaire pour des kicks fulgurants et une agilité féline. Les 95 lb de squat sur cette fiche de 1965 n'étaient pas un signe de faiblesse. C'était un choix délibéré pour entraîner des qualités qui comptaient vraiment au combat. Le Dr Raymond Steele, historien de l'entraînement martial et consultant en sciences du sport, squats explosifs pour kicks explosifs. Ça semble évident, mais Lee était pratiquement seul à penser comme ça dans les années 60. Lee réalise aussi que les soulevés lourds causent des dommages musculaires importants et exigent de longues récupérations. Ça interfère avec son entraînement principal. Le développement des compétences martiales. S'il est trop courbaturé ou fatigué d'un squat à 400 sauts de bois pour pratiquer correctement ces techniques, l'entraînement de force devient contre-productif. Comment Lee pouvait-il tenir une barre de 120 leg squat bras tendus avec facilité? La réponse réside dans une routine courte et brutale qui renforçait des muscles dont tu ignorais même l'existence. Le secret isométrique, l'un des aspects les plus sous-estimés de l'entraînement de Bruce Lee était son utilisation des exercices isométriques et ce composant était absolument crucial pour sa force et sa vitesse extraordinaire. Les isométries consistent à générer une force maximale contre un objet immobile. Lee s'y intéresse après avoir étudié le travail de Bob Hoffman, pionnier du levage olympique et de la force qui prônait l'entraînement isométrique dans les années 60. Bill Starr, lui-même leveur olympique et coach, appelait les isométries l'exercice ultime de force. Le principe est simple mais brutalement efficace. Au lieu de bouger un poids dans une amplitude, tu pousses ou tires contre quelque chose qui ne bouge pas, avec 100% de ta force disponible pendant 6 à 12 secondes. Lee attachait des haltères au sol avec des chaînes et essayait de les curler avec effort maximum. Il tentait de presser des barres immobiles overhead. Il tirait contre une résistance fixe de toutes ses forces. Une fiche d'entraînement de 1965 récemment découverte a choqué les fans du monde entier. Bruce Lee, l'homme le plus rapide des arts martiaux, ne soulevait pas lourd du tout, juste des reps légères et explosives qui ont bâti la vitesse et la puissance légendaire dont on parle encore aujourd'hui. Sensei Hiro Tanaka, expert en conditionnement martial au Tokyo Combat Performance Lab. Bruce comprenait que la vraie puissance ne bouge pas, juste un poids. Elle le verrouille et le libère d'un coup. Cette méthode offrait des avantages uniques pour les artistes martiaux. D'abord, elle permettait de recruter toutes les fibres musculaires disponibles simultanément. Dans les soulevés classiques, tu ne peux pas utiliser 100% d'effort sans perdre le contrôle du poids. Avec les isométries, tu peux pousser au maximum absolu sans risque. Ensuite, l'entraînement isométrique renforçait les angles et positions spécifiques les plus critiques au combat. Lee pouvait cibler exactement la position où son punch générait un maximum de puissance et l'entraîner intensément. Les bénéfices neurologiques étaient tout aussi importants. Les isométries amélioraient la connexion esprit-muscle, la capacité à activer consciemment les muscles à volonté. Ça se traduisait directement en mouvements plus rapides et précis au combat. Ça améliorait aussi le rate of force development, la vitesse à laquelle tu génères une force maximale dans un fight qui dure des secondes. Cette qualité vaut bien plus que la capacité à galérer sur un soulevé lent et lourd. Lee développe une routine isométrique simple de 8 exercices qu'il fait 2 à 3 fois par semaine. Press lockout, exercice pour pouce de traction, shoulder press, montée sur pointe et divers mouvements de tirage. Chaque exercice tenu 6 à 12 secondes à effort maximum. La routine entière prenait peu de temps, mais produisait des gains de force remarquables sans le volume ou les exigences de récupération des soulevés lourds. Le champion américain de karaté Joe Louis, qui s'entraînait avec Lee, racontera plus tard que Lee pouvait tenir une barre de 120 litres bras tendus devant lui. Cet exploit incroyable de force venait non pas de curls massifs, mais d'un entraînement isométrique qui développait des muscles stabilisateurs profonds et un contrôle de tension extraordinaire. L'approche de Lee se concentrait sur ces muscles profonds plutôt que les muscles superficiels du miroir que les bodybuilders priorisaient. Pendant que le monde chassait des muscles plus gros,
Lee chassait le but, construire un corps conçu pour la vitesse, la puissance et la précision, pas pour le miroir. Comment a-t-il transformé la performance en mesure ultime de la force, fonctionnelle plutôt qu'esthétique? Une histoire célèbre capture parfaitement la philosophie de Lee. Dan Inosanto, proche ami et partenaire d'entraînement, commente un jour un bodybuilder massif sortant d'un gym californien. « Regarde les bras de ce gars !» La réponse de Lee est immédiate et dédaigneuse. Il demande ce que ces énormes bras peuvent vraiment faire. Lancer des punches rapides, maintenir vitesse et puissance sur tout un combat, bouger avec la flexibilité et la coordination requises pour les arts martiaux. Lee ne s'intéressait pas à des muscles qui existaient juste pour l'apparence. Chaque élément de son physique devait servir un but fonctionnel. Sa philosophie d'entraînement découle directement de ce principe. Construire seulement la force, la vitesse et l'endurance nécessaires à l'efficacité au combat. Tout le reste est effort gaspillé et volume contre-productif qui le ralentirait. Cette approche fait de Lee un pionnier de ce qu'on appelle aujourd'hui le functional fitness, des décennies avant que le terme ne devienne populaire. Les fighters MMA modernes, athlètes tactiques et spécialistes de la performance ont adopté les principes de Lee. L'entraînement spécifique au sport produit de meilleurs résultats que les programmes de bodybuilding génériques. Lee le comprenait en 1965, quand la plupart des athlètes croyaient-ils encore que grossir et se renforcer au gym se traduisait automatiquement en meilleures performances dans leur discipline. Ces mensurations révèlent ses priorités. Au pic pendant le tournage d'Opération Dragon, Lee mesure 1,71 m, pèse environ 63-66 kg. Son pourcentage de graisse corporelle aussi entre 4 et 6%, extraordinairement maigre, même par standard athlétique moderne. Son torse mesure 99 cm au repos, expansible à plus de 160 litres. Sa taille, juste 74 cm, créant un V dramatique. Ses bras, 35-40 cm, impressionnant, mais loin de la taille des bodybuilders pro. Ses proportions représentent l'équilibre parfait pour les arts martiaux. Assez de muscles pour générer une puissance explosive, mais pas tant de masse que ça compromette vitesse ou flexibilité. Lee pouvait faire un split frontal complet, exécuter des kicks volants à hauteur de tête et bouger avec une grâce athlétique. Aucun bodybuilder de son époque, peu importe sa force, ne pouvait égaler ses capacités dans les compétences pertinentes au combat. Lee disait fameusement « Je ne veux pas devenir gros, je veux devenir meilleur ». Cette mentalité le séparait des leveurs et bodybuilders qui poursuivaient taille et force comme fin en soi. Lee poursuivait la performance. Le développement musculaire n'était qu'un effet secondaire de l'entraînement, pour vitesse, puissance, agilité, flexibilité et endurance. Il voyait son corps comme un outil, pas un projet esthétique, et le façonnait avec une efficacité impitoyable. L'entraînement de Lee n'est pas resté statique longtemps. Des routines bras lourdes au workout full body minimaliste, il évoluait constamment, mélangeant force, cardio et corps en un système qui construisait l'artiste martial vu à l'écran. Qu'est-ce qui le poussait à raffiner chaque mouvement si impitoyablement? L'évolution de son entraînement. Les méthodes d'entraînement de Lee évoluent drastiquement entre 1965 et le début des années 70. Cette fiche virale du gymnase Hakkyung représente une phase précoce où il expérimentait encore les approches bodybuilding traditionnelles. Son programme va se transformer plusieurs fois au fil de ses découvertes plus efficaces. Selon John Little, qui a compilé les notes d'entraînement de Lee dans The Art of Expressing the Human Body, l'entraînement de résistance de Lee passe par des phases distinctes. La routine bras lourde de 1965 cède la place à un programme full body plus équilibré. Fin des années 60, Lee fait clean and press, barbell curl, press derrière la nuque, upright rows, barbell rows, bench press, barbell pullover et squat. Typiquement 2 séries de 8 à 12 reps pour la plupart squat en reps plus hautes, 12 à 20. Ce programme touche chaque groupe musculaire 3 fois par semaine, mais avec une intensité modérée qui n'interfère pas avec l'entraînement martial. Début des années 70, Lee simplifie encore plus. Son entraînement avec poids devient remarquablement minimaliste. Clean and press, squat,
barbell pullover, bench press, good mornings et barbell curl. Juste 6 exercices, 2 séries chacun, 3 fois par semaine. Cette approche épurée prend moins de temps et d'énergie tout en maintenant les qualités de force nécessaires. Il utilise cette séance incroyable pour obtenir le physique vu dans Big Boss et la fureur du dragon. Lee découvre aussi le Peripheral Heart Action Training, une approche circuit qu'il trouve dans le magazine Ironman. Cette méthode garde le sang en circulation dans tout le corps plutôt que concentré dans un groupe musculaire, créant force et bénéfices cardiovasculaires simultanément. Il enchaîne les exercices, alternant haut et bas du corps, créant essentiellement ce qu'on appelle aujourd'hui du metabolic conditioning ou circuit training. Son cardio évolue significativement après le combat contre Wang Jackman. Il court 3 à 4 jours par semaine, couvrant 6 km par session avec du fartlek, alternance de rythme comme l'intervalle training moderne. Il saute à la corde intensivement, parfois les jours alternés, donc cardio 6 jours par semaine pendant certaines périodes. Il intègre aussi du vélo stationnaire qu'il préfère à la course car plus doux pour les articulations, tout en construisant l'endurance des jambes. Le travail du corps quotidien sans exception. Lee croyait au développement d'un midsection en béton, capable d'encaisser les coups, tout en générant de la puissance pour ses techniques. Son ab work inclut sit-up, leg raise et mouvements avancés comme le légendaire Dragon Flag. Exercice anti-extension extrêmement difficile que peu d'athlètes maîtrisent. Mais pourquoi Lee ignorait-il les poids lourds que les bodybuilders adoraient? Pourquoi les soulevés lourds échouent pour les fighters? Les coachs de force modernes valident les instincts de Lee sur les soulevés lourds. Charger massivement pour des squats ne se transfère pas parfaitement à un mouvement athlétique. La fatigue neurale des lifts près du maximum est énorme, exigeant des jours de récupération qui empêchent l'entraînement des compétences. Pour un athlète qui doit pratiquer ces techniques quotidiennement, cette demande de récupération devient prohibitive. Lee le comprenait intuitivement des décennies avant que la science du sport ne le confirme. Considère la mécanique d'un squat à effort maximum. Descente lente, position basse, puis grind vers le haut pendant plusieurs secondes contre résistance énorme. Compare un mouvement de combat comme un kick ou un punch. Ça arrive en millisecondes, exigeant une génération de force instantanée sans temps pour construire la tension progressivement. S'entraîner à bouger lentement sous charge lourde peut altérer la capacité à bouger explosivement sans résistance. Les 95 lbits de squat de Lee prenaient tout leur sens sous cet angle. En utilisant un poids modéré et en se concentrant sur le bouger le plus explosivement possible, il entraînait son système nerveux à une production de force rapide. C'est pourquoi il pouvait kicker avec une vitesse et une puissance dévastatrice malgré ne pas être un gros squatter. La qualité qu'il développait, le rate of force production, valait bien plus que la force maximale pour ses besoins. Les soulevés lourds construisent aussi une masse musculaire au-delà du fonctionnel pour les sports de combat. Bodybuilders et powerlifters en ont besoin pour bouger des poids maximaux. Les fighters ont besoin d'un ratio force puis poids différent. Lee maintenait une force relative extraordinaire. Sa force par kilo de poids corporel était phénoménale. Ajouter 15 kg de muscle augmenterait peut-être la force absolue, mais si ça diminue vitesse, flexibilité et endurance, c'est contre-productif au combat. Le stress articulaire des soulevés lourds pose un autre problème. Squat et deadlift maximaux mettent une compression énorme sur la colonne. Bench press lourd stresse les épaules. À long terme, ce stress accumulé peut mener à des blessures qui compromettent la performance athlétique. Lee préférait des méthodes qui construisaient la force sans détruire la capacité de son corps à performer des mouvements martiaux à haut volume. Son approche du grip et des avant-bras illustre parfaitement ses priorités. Wrist curl extensif jusqu'à l'échec avec poids modéré, finger push-up, exercice d'ordre de grip constant. Pourquoi? Parce que la force de grip se transfère directement à saisir des adversaires, contrôler des armes et délivrer des frappes puissantes. Chaque minute passée à entraîner le grip avait une application directe au combat. Contrairement au temps requis pour récupérer d'un deadlift à 500 libby, son temps d'entraînement était précieux.
Chaque heure devait maximiser le retour sur investissement. Les soulevés lourds exigeaient trop de temps et trop de récupération et construisaient des qualités qui ne se transféraient pas efficacement au combat. Un entraînement plus léger, plus rapide, plus explosif délivrait de meilleurs résultats pour moins de coups. L'entraînement de Lee n'était pas juste soulever des poids ou courir. C'était un système à spectre complet qui fusionnait cardio, flexibilité, arts martiaux, force et nutrition en une machine imparable. Comment a-t-il fait pour que chaque mouvement, repas et minute compte? Le système d'entraînement complet. Le système de Lee intégrait de multiples composants en un tout cohérent. Les poids n'étaient vraiment qu'un élément d'un programme conçu pour développer toutes les qualités nécessaires au combat. Une journée typique fin des années 60, début 70, commence par du cardio matinal, course ou vélo, suivi de travail de flexibilité. Lee comprenait qu'une plus grande amplitude de mouvement signifiait plus de vitesse et de force. Les sessions de l'après-midi, arts martiaux, drills de technique, sparring, travail au sac lourd, forme. Ces mouvements fournissaient un conditionnement qu'aucun exercice de gym ne pouvait répliquer. Les soirées incluant souvent les poids, plus son ab et forearm de signature. Lee était un multitâche extrême. Wrist curl ou ab ou work, en regardant la TV, halters et dumbbells dans chaque pièce, son Marcy Circuit Trainer près de la cuisine. La nutrition était tout aussi importante. 5 petits repas par jour pour maintenir l'énergie. Évitez les farines raffinées, buvez des shakes protéinés, mélangeant œufs, lait, bananes, huile d'arachide, levure de bière, germes de blé et lécithine. Suppléments comme ginseng et gelée royale pour circulation et énergie, apport protéiné pour récupération. Il expérimentait constamment, gardant seulement ce qui marchait. Cette approche complète entraînait non seulement les muscles, mais le système cardiovasculaire, nerveux, la flexibilité, la coordination, l'équilibre et la concentration, construisant un athlète complet plutôt qu'une personne juste forte. Des décennies plus tard, les méthodes de Bruce Lee influencent encore les athlètes élites. Plus intelligents, plus rapides, plus fonctionnels. Quelles leçons de son approche révolutionnaire s'appliquent encore aujourd'hui? L'héritage et l'application moderne. Près de 50 ans après sa mort, la philosophie d'entraînement de Bruce Lee façonne encore la préparation des athlètes élites. Des bodybuilders comme Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrigno, Dorian Yates et Lee Haney louaient son physique et son approche. Flex Wheeler l'appelait un pionnier du mélange bodybuilding arts martiaux. Les fighters MMA modernes ont largement adopté les méthodes de Lee, force fonctionnelle plutôt que lift maximaux. Ce qui rend son approche intemporelle, c'est son focus sur les résultats, pas le dogme. Lee expérimentait constamment, gardant seulement ce qui marchait. Son conseil célèbre: absorbe ce qui est utile, rejette ce qui est inutile et ajoute ce qui t'est propre, s'appliquait autant à l'entraînement qu'aux arts martiaux. Cette fiche virale de 1965 n'est qu'un snapshot de sa méthodologie évolutive. Les critiques qui la rejettent ignorent que le reste. Isométrie, travail de vitesse, cardio, flexibilité et pratique martiale. Les athlètes peuvent apprendre de l'exemple de Lee. Entraîne-toi pour la performance dans ton sport. Priorise les qualités transférables, respecte la récupération, utilise des poids de légers explosivement, développe-toi de façon complète plutôt que spécialisée. Tu n'as pas besoin d'un squat à 180 kg ou de bras de 50-100 000 traits pour délivrer des frappes puissantes. Tu as besoin d'objectifs clairs, de méthodes intelligentes et de constance. À 1m71 et 63 kg, Lee bougeait plus vite que les caméras ne capturaient, frappe avec une puissance qui choquait des adversaires plus grands et construisait un physique iconique. Il y arrivait non par des soulevés lourds, mais par une programmation précise, ciblant exactement ce dont il avait besoin. L'entraînement pour la vitesse et la puissance explosive produit-il plus de force fonctionnelle pour les arts martiaux que soulever lourd pour la taille? Laissez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.